À la une de l'actualité ce soir, le MPP exhorte davantage ses militants à soutenir le programme présidentiel. Le parti est en conclave pour son deuxième congrès ordinaire à Ouagadougou. Un rendez-vous selon ses organisateurs pour revenir sur les grandes questions qui engagent la vie de la nation burkinabé. Vous les entendrez dans ce journal. Dans le journal également, préparez-vous, la période de chaleur qui connaît une forte consommation d'électricité va connaître encore cette année des délestages. La Sonabel rassure cependant qu'elle travaille à minimiser les conséquences. Mais de quelle façon ses responsables s'expriment dans cette édition? Le pape François estime qu'il faut réfléchir à la possibilité d'ordonner des hommes d'âge mûr, mariés et impliqués dans l'Église. Des propos du souverain pontife qui relancent le débat sur le mariage des prêtres. Le pape François avait à plusieurs reprises déjà affirmé que l'interdiction de l'ordination d'hommes mariés n'était pas un point de doctrine intangible. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Ils sont des milliers à avoir fait le déplacement de la capitale burkinabé pour les deuxièmes assises ordinaires du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Un rendez-vous qui passera au pain fin les questions liées à la vie du parti, mais aussi reviendra sur le programme présidentiel. À l'ouverture des travaux, le président par intérim du parti a exhorté les militants à davantage soutenir le programme présidentiel. Draman Guéné, Jean Zango. L'hymne du MPP pour ouvrir le deuxième congrès ordinaire du parti, le tout premier depuis sa conquête du pouvoir. Devant les 5000 congressistes du parti, Salif Diallo, le président par intérim du MPP, revient sur l'histoire récente du Burkina, tout en rendant hommage à tous les martyrs dont l'esprit ne sera pas trahi. Nous ne devons jamais oublier ni les conditions, ni les causes de nos victoires. Nous devons bien au contraire appréhender avec lucidité nos limites et nos insuffisances. Nous devons toujours nous souvenir d'où nous venons et pourquoi le peuple nous a élus. Nous devons faire le pari d'unir la gauche démocratique du Burkina Faso sans sectarisme. Ce n'est pas le pouvoir en tant que tel, mais les croyances que nous portons et les valeurs que nous représentons qu'il faut avancer au pays. Au nom du Parti social-démocrate albanais et au nom de la Fondation Friedrich Ebert, je félicite les MPP pour ces réalisations politiques en si peu de temps. Au cours de ce congrès, il sera question de discuter de la vie du parti et de réviser ses statuts. Mais avant, des perspectives seront dégagées pour la mise en œuvre réussie du programme présidentiel. Le mode opératoire du programme présidentiel a été matérialisé à travers le programme national de développement économique et social, PNDS, qui pour la première fois de notre histoire consacrera chaque année plus de 1000 milliards aux investissements aux fins de contribuer à l'épanouissement des Burkinabés. Nous devons désormais, dans les ateliers, dans les bureaux, dans les champs, redoubler d'ardeur au travail, d'audace et de discipline pour faire entrer notre programme dans le quotidien des Burkinabés. À l'ouverture de ce deuxième congrès ordinaire du MPP, on note la présence des représentants d'autres formations politiques nationales. Le parti au pouvoir a eu aussi le soutien des délégués de l'Internationale socialiste venus de 9 pays d'Afrique, de la France et de l'Allemagne. Et puis la montée de l'intolérance religieuse et l'insécurité inquiète l'Union fraternelle des croyants de Dori UFC, une organisation interconfessionnelle qui créée il y a près d'un demi-siècle à Dori pour promouvoir le dialogue interreligieux. L'UFC qui ouvre le débat sur la sécurité dans le Sahel. L'objectif est de mobiliser la société civile autour de la question dans le but de créer les conditions de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Explication, Seydou sur place à Dori. La région du Sahel est en proie à des attaques terroristes depuis plus d'un an. Ce phénomène a atteint un seuil critique, créant chez les populations un état de chico généralisé. Le travail de sécurisation des forces de défense et de sécurité est incontournable dans ce contexte. Mais elles ne peuvent réussir cette mission que s'il existe un climat de confiance entre elles et les communautés civiles. C'est ce qui justifie la tenue de ce symposium de Dori
sur la sécurité. Je salue l'organisation de ce symposium qui vient à point nommé en ce sens qu'il réunit des acteurs de la société civile, des religieux et coutumiers, professionnels de l'information et de la communication, forces de défense et de sécurité, autorités administratives et politiques, femmes et jeunes, dont l'objectif est de mobiliser les populations de la zone du Sahel à mieux aider les forces de défense et de sécurité à la prise en compte de la question sécuritaire. À ce symposium, les participants auront droit à une communication sur le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile dans la promotion de la coexistence pacifique. L'initiative est de l'Union fraternelle des croyants de Dori avec l'appui du gouvernement américain. J'ai fait le déplacement ici, pas pour beaucoup parler, mais pour beaucoup écouter. Je suis à l'écoute pour apprendre de vous des défis auxquels vous faites face et pour trouver des solutions qu'on peut faire ensemble contre ces défis. Des recommandations et des stratégies pertinentes sortiront de ces symposiums. Elles serviront de feuille de route pour améliorer la coopération civilo-militaire dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Burkina Faso. Et dans ce contexte d'insécurité, quel doit être le rôle de la presse audiovisuelle? Le Conseil supérieur de la communication, de son côté, invite à la réflexion avec les promoteurs de médias. Il s'agit de définir de nouvelles pratiques pour repositionner les organes dans la lutte contre l'extrémisme violent. La rencontre a débouché sur un communiqué final, une sorte de feuille de route pour les deux parties. On en parle avec Nyar Kiteda et Césaire Carfo. Le Conseil supérieur de la communication parle aux promoteurs et représentants des médias audiovisuels. C'est un devoir de rappel, martèle d'entrée la présidente de l'institution. La collecte et le traitement de l'information dans le contexte sécuritaire dans le nord du pays nécessitent des mises au point. Certains médias font des publications tendancieuses, sans maîtriser forcément les dangers irrélatifs. Il se pose la question de savoir si le journaliste doit tout dire dans un contexte aussi sensible que la situation sécuritaire. Nous devrons en tout cas conjuguer nos efforts pour éviter que les médias ne soient vraiment le problème ou encore le facteur qui va amplifier le problème, mais plutôt la solution. La publication sur la position des troupes et de leur matériel, le traitement de l'information qui fait parfois l'apologie des terreurs. Bref, ce sont autant de problématiques soulevées par les deux parties. Et à l'issue des échanges, les deux parties s'accordent à dire que l'heure n'est pas à la bonne mise en forme de l'information, mais à la maîtrise de l'environnement, tel que résumé dans le communiqué final. Il faut traiter l'information avec beaucoup de responsabilité et éviter le sensationnel ou éviter une concurrence déloyale en termes de qui a dit ça le premier, pendant qu'on sait que tout ça, ça ne fait que, comment on appelle ça, l'affaire des terroristes qui veulent faire de la propagande pour psychologiquement nous abattre et aussi psychologiquement abattre nos forces armées qui sont sur le terrain. Nous avons sur le pays, on n'a pas de pays. Et si nous aidons les autres à brûler ce pays, je pense que nous allons en partir. Le communiqué final invite également le Conseil supérieur de la communication à jouer le rôle d'intermédiaire auprès de la hiérarchie militaire pour mettre à la disposition de la presse l'information juste et à temps. Les participants ont aussi convenu de sanctionner les médias indélicats et de permettre aux organes de presse, notamment privés, de bénéficier du même traitement. Et dans la lutte contre l'insécurité, il faut bien une coopération transfrontalière. Un programme régional de la CEDEAO a déjà pensé à la question. Cette semaine, les autorités de 3 pays, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, se sont retrouvés à Gawa dans le sud-ouest. Objectif, se définir une feuille de route pour favoriser le développement des régions frontalières. Le point avec Khalidou Nana est sur place à Gawa. Cette rencontre tripartite entre autorités locales des régions du sud-ouest au Burkina, du Bunkari en Côte d'Ivoire, d'Apawes au Ghana, se tient dans le cadre du PRACT, le programme régional d'appui à la coopération transfrontalière de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Une concertation qui devrait permettre d'identifier les problèmes majeurs et d'élaborer des fiches de projets pertinents dont la mise en œuvre va favoriser le développement harmonieux de la zone transfrontalière dans la partie sud du Burkina. Les frontières doivent être des espaces de développement, des espaces aussi où vont se consolider la fraternité, l'amitié entre les populations. Donc ces fiches qui seront élaborées
par les autorités acteurs de ces frontières vont permettre de définir des projets de développement, des projets qui seront intégrés dans leur quotidien. Les défis, les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, le manque de cadres de concertation et d'infrastructures routières sont autant de problèmes auxquels sont confrontées les autorités locales. Des difficultés qui n'entravent cependant pas les bonnes relations entre ces trois pays. C'est une rencontre d'intégration, une rencontre de renforcement de la solidarité, de la connaissance mutuelle entre ces trois peuples du Ghana, de Burkina et de la Côte d'Ivoire. Les conflits sont inhérents à la nature humaine, parce que tant qu'on a un cadre où on peut s'asseoir pour parler ensemble, les conflits, on les gérera ensemble. Voilà. Ne serait-ce que l'ambiance qui prévaut aujourd'hui entre les différentes délégations, ça fait plaisir, on n'a même pas l'impression qu'on est à l'étranger en ce qui nous concerne. Les projets prioritaires identifiés dans cet espace transfrontalier Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana seront soumis aux bailleurs de fonds à l'occasion d'une table ronde prévue à Abidjan dans les mois à venir. Dans l'actualité ce soir, la période de chaleur qui rime avec la forte consommation d'électricité au Burkina connaîtra encore des perturbations. La Sonabel qui peine toujours à trouver des alternatives. Une de nos équipes est allée comprendre pour nous. Explication au Lopoda, Issaka Ouedraogo. La période de canicule est toujours une période de pointe pour la Sonabel. La pointe, comme on le dit dans le jargon des électriciens, est cette période où la demande de l'électricité est la plus élevée, mettant à rude épreuve les infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique, et des mesures particulières s'imposent. Nous avons initié 2 projets. Un projet qui consistait à réhabiliter un certain nombre de groupes qui étaient en panne ou qui étaient d'un certain âge pour pouvoir récupérer une trentaine de mégawatts. Et le deuxième projet, c'est un projet pour installer des équipements sur notre réseau de transport pour permettre d'améliorer sa qualité et permettre d'importer beaucoup plus de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi, avec l'accompagnement de la Sonabi, pris les dispositions pour pouvoir avoir les stocks de combustible nécessaires pour permettre de faire fonctionner nos équipements. C'est donc le moment de déployer les grands moyens. Cette année encore, l'équilibre précaire et les déficits plus ou moins importants entre l'offre et la demande de l'énergie sont inévitables. Il faut donc se préparer au rationnement. Et nous avons élaboré un programme de délestage que nous allons publier, mais c'est juste un programme indicatif qui va permettre aux uns aux autres de prendre leurs dispositions au cas où il y aura nécessité de délester, qu'ils sachent à quel moment ils seront touchés pour prendre leurs dispositions pour mener à bien leur activité. À côté de cela, le directeur général de la Sonabel a évoqué les projets de centrales solaires, notamment à Zaktoulé avec 30 MW et l'interconnexion Burkina-Niger, de grands projets qui vont permettre à la Sonabel de faire face à la demande des consommateurs qui s'accroît de l'ordre de 10 à 13% par an. Nous sommes à 19% de taux d'électrification. Donc c'est pour dire que la course entre l'offre et la demande est une course permanente. Donc il suffit seulement qu'on fasse un retard dans un investissement et on va se retrouver dans un déséquilibre. Donc c'est pour dire que pour permettre effectivement de faire face à la demande, il faut que ces investissements-là arrivent à bonne date. Pour l'heure, il est demandé à l'ensemble des usagers de l'électricité d'avoir un réflexe d'économie d'énergie dans les foyers et les lieux de travail, toute chose qui contribuera non seulement à réduire le montant de la facture de l'électricité, mais aussi la surconsommation. Et puis dans l'est du Burkina, des populations ne sont pas contentes de la gestion d'une mine d'or installée à Bungu, dans la Tapoa. Ce 9 mars, elles ont manifesté pour dénoncer des violations du code minier burkinabé. Mamadi Ouedraogo, sur place à Fadangourma. Grogne social dans les rues de Fadangourma en cette matinée de jeudi 9 mars 2017. La redistribution des emplois au niveau de la mine d'or de Bungu dans la province de la Tapoa commence déjà à faire grincer des dents.
Ces manifestants protestent contre la mise à l'écart des compétences et des prestataires locaux dans le recrutement du personnel de la société minière Semafo. Au lieu d'utiliser, comme le prévoit l'article 101 du code minier, en privilégiant le choix de la main-d'œuvre locale et des prestations de services au niveau local, Semafo préfère déjà faire appel à des ouvriers qui viennent d'autres régions du Burkina. Pour les prestations de services, nous avons Méga Énergie, une entreprise locale qui a commencé à fournir le carburant depuis 2008 à la mine et qui aujourd'hui, à compétences égales et à qualification égale, a été délaissé au profit de Total. C'est tout cela que nous dénonçons. On n'en veut pas au gouvernement, on n'en veut pas aux autorités, mais Semafo n'a qu'à respecter les lois qui régissent le code minier au Burkina Faso. Commerçants et membres des sociétés civiles du Goulmou ont tous battu le pavé jusqu'au gouvernorat de l'Est pour se faire entendre. Le message que je leur ai transmis en entendant d'exploiter le document qui m'a été remis ce matin, c'est qu'il faille privilégier la concertation, les discussions avant d'aller directement aux manifestations. La Semafo est une société canadienne. Elle détient 4 permis d'exploration d'or dans la province de la Tapoa. Et on reparle de la vente des véhicules d'occasion à Ouagadougou. La capitale burkinabé semble devenir un marché à ciel ouvert de voitures France-Au-Revoir. Mais les prix ne connaissent pas une baisse, même si la concurrence devient de plus en plus rude. Pourquoi cela? Les réponses avec Adama Guiti et Vincent Tiendrebego. De plus en plus, les voitures s'exposent et se vendent comme des bicyclettes à Ouagadougou. Du centre-ville à la périphérie, ces voitures d'occasion bordent le long des artères de la capitale. Blaise Ouedraogo est dans le domaine depuis quelques années et constate aujourd'hui le boom du business de l'automobile au Burkina Faso. Ouagadougou est devenu un grand marché de voitures. Parce que si vous remarquez, ces 2 dernières années, un peu partout dans la ville de Ouagadougou, vous trouverez des voitures en vente. Et ici, les endroits qui étaient bien connus comme des points de vente de voitures, c'est tellement agrandi. Si tu es là, c'est comme si tu étais au port directement. On trouve tout ce qu'on peut avoir besoin. Réputée pour ses motocyclettes en circulation, la capitale des engins à 2 roues est-elle en train de changer de cap? Beaucoup le pensent et en font une opportunité d'affaires. Il y a le déplacement aussi, qu'on voit que si c'est avec le véhicule, tu es dans le confort, tu peux voyager facilement, bon, tout ça. Sinon, les mobilettes, en tout cas, je sais que s'il plaît à Dieu, les gens vont essayer de laisser ça. La voiture n'est plus un luxe, mais un moyen de sécurité dans la circulation. Donc la demande est devenue plus forte, vu les raisons de l'utilisation de la voiture. Tu peux acheter des véhicules de 2 millions, 3 millions en allant. Ceux-là qui sont aisés et qui peuvent prendre jusqu'à 5 millions, 10 millions. Et il y a des voitures de 20 millions plus en allant. Donc chacun paye au niveau de sa capacité, quoi. Des voitures pour toutes les bourses, dirait-on. Mais d'où viennent-elles? De l'Europe essentiellement. Certains vendeurs importent à partir des pays voisins et d'autres traitent directement avec des correspondants européens. Et la concurrence est de plus en plus rude. Ces points de vente que vous voyez un peu partout, c'est qu'il y a maintenant des gens qui importent directement les voitures de l'Europe. Quant à nous, on se limite à Lomé ou à Cotonou pour nous approvisionner. Du coup, on a du mal à concurrencer les autres en matière de prix. L'importation et la vente des véhicules d'occasion sont devenus un véritable business dans lequel beaucoup de jeunes se lancent. Seulement, l'occupation des espaces et la tendance à la voiture personnelle ne sont pas pour désengorger les voies déjà exiguës de Ouagadougou, sans compter les conséquences environnementales. Oxfam vient de rendre public les résultats de son concours destiné à récompenser des œuvres journalistiques. Un concours organisé sur le thème de l'agriculture familiale. La remise des prix est intervenue cette semaine. Le film de la cérémonie avec Yolande Lompo. Ça y est,
Le jury de l'édition 2016 du prix Kobo du journalisme pour l'agriculture familiale a livré son verdict. Sur les 6 œuvres en compétition traitant de la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre, seules 2 ont été primées respectivement en radio et en télévision. La seule production en presse écrite n'ayant pas obtenu la note requise qui était de 14 sur 20. C'est un grand reportage qui met le doigt sur l'accès des femmes à la terre et avec un cas précis de la zone Penit-Poussiana avec un très faible taux de présence de femmes, maximum 2%. Je me suis rendu compte au cours de mon travail que la femme d'Agra ne peut avoir accès à la terre qu'à 2 conditions principales. Soit elle est veuve, soit elle est divorcée. Composé d'une attestation, d'un trophée et d'un chèque d'un montant de 500 000 francs CFA, ce prix est une invite à s'investir pleinement dans les productions journalistiques de qualité sur les politiques agricoles, de sorte à les influencer positivement en faveur de la prise en compte des couches les plus vulnérables. Et cela vise justement à donner davantage d'écho aux actions de plaidoyer et de campagne qui sont faites en faveur de l'agriculture, notamment plus d'investissement pour l'agriculture et plus de mobilisation des communautés à donner toute sa valeur à la production locale. Au regard de la faible participation des journalistes à cette 3e édition, le jury du prix Kobo recommande une large diffusion du règlement intérieur afin de permettre aux éventuels candidats de se l'approprier. Et puis une nuit de charité pour soutenir les personnes dialysées et démunies. C'est une initiative de la Mutuelle des femmes de Bank of Africa destinée à collecter de l'argent pour servir la cause des patients. Zubaviel David Dabiré. Une vente aux enchères, des tombolas et des quêtes pour l'achat d'un appareil de dialyse. Le but, apporter un soutien à tous les malades qui souffrent d'insuffisance rénale. L'œuvre est de l'Amicale des femmes de Bank of Africa. C'est un acte noble, c'est pour venir en aide aux malades dialysés de l'hôpital Yalgado qui ont besoin d'un soutien. Nous exhorçons tout le monde à faire comme nous en apportant leur soutien à ces malades qui en ont vraiment besoin. Pour les malades souffrant de cette pathologie, le geste relève d'un humanisme. Nous sommes des malades. Nous cherchons ça. Quand vous prenez la dialyse au départ, vous avez tout le monde autour de vous. Mais quand les gens vont se rendre compte que c'est une maladie à vie, et petit à petit, vous allez voir même votre propre famille, même les gens vont commencer à vous abandonner. Mais aujourd'hui, ce qui vient de se passer, ça nous va droit au cœur. Marraine de cette première édition, Sika Kabouré encourage l'initiative et témoigne sa gratitude aux structures qui œuvrent pour le bien-être des personnes démunies. Quand nous apportons un soutien à des personnes qui ont épuisé toutes leurs ressources à force de lutter pour survivre, qui ont perdu tout espoir, parce que chaque jour semble les rapprocher inexorablement de la fatalité, nous prenons davantage conscience du fait que la personne humaine est la plus importante des richesses. 3 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée au cours de cette soirée pour l'achat de l'appareil. Une machine qui va désormais sauver plus de 200 personnes vivantes avec cette pathologie. Des Burkinabés à la Coupe d'Afrique des boulangeries du 21 au 24 mars prochain au Maroc. Le Burkina qui a présenté ses candidats ce 10 mars à Ouagadougou en présence de Nyarkiteda. Les étalons du Burkina, il y en a aussi chez les boulangers. Et ils prennent part à la Coupe d'Afrique des métiers de bouche au Maroc. Ces étalons boulangers de la Perle vont présenter leur pain spécial baptisé le pain tigré, le pain de l'abondance. Nous apportons notre innovation, notamment le pain que nous avons nommé le pain tigré. C'est un pain fait à base d'haricots appelé mongbin. C'est un pain, déjà, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas encore, mais qui est 100% africain, c'est 100% fait, cultivé chez nous, produit chez nous. Et je pense que cette innovation va beaucoup épater les organisateurs de cette compétition. Au-delà de ça, nous voulons viser la compétence des jeunes burkinabés. Nous voulons participer à leur formation. La compétition vise à promouvoir les talents des jeunes Africains dans les domaines de la boulangerie, pâtisserie et glacerie. Les étalons boulangers de la Perle ont demandé l'accompagnement du Larlé Naba Tigré afin de réussir la compétition. Les bons pains
Je pense que ça peut être le pain tigré qui est riche en valeurs nutritives. La Coupe d'Afrique des métiers de bouche se tient tous les 2 ans. Elle est à sa 8e édition et 16 pays participent. Le Burkina y va pour la première fois. En culture, un festival de reggae à Ouagadougou, Reggae City Festival, est une manifestation culturelle qui se tiendra du 23 au 26 mars prochain. Les détails du programme avec Zubavier David Abiri. Ouagadougou, bientôt capitale de la musique reggae en Afrique. Du 23 au 26 mai prochain, la ville va vibrer au rythme de la reggae music à la faveur du festival Reggae City. Et pour cette 3e édition, les promoteurs annoncent des innovations majeures. Améliorer le plateau technique, les galeries marchandes, les maquis, restos, parce que pour nous c'est un village, tout le monde a sa place. Et également avoir des conférences, des projections, débats autour des thématiques liées au rastafarisme, au reggae, à l'humanité de façon générale. Après Hélène Lee et Roger Wango en 2016, cette année, le festival aura pour parrain le maire central de la ville de Ouagadougou. Il sera placé sous le patronage du ministre de la Culture. Des choix qui, selon les organisateurs, se justifient aisément. Nous souhaitons contribuer aux côtés des autorités communales à la sensibilisation sur des questions de santé publique au sein de la jeunesse, à savoir les sujets sur la drogue, sur l'alcoolisme, les accidents de la route, les sachets plastiques. Les reggae makers comme Freeman, Balikou Roots, Javerute, Nourat et bien d'autres artistes sont attendus à ce festival. La série sur le gâteau sera la présence effective de Nkouli Doubé, la fille de Laikou Doubé. Elle viendra partager ses expériences et celles de son père avec les fans du reggae. Avec un budget prévisionnel d'environ 40 millions de francs CFA, les organisateurs espèrent mobiliser au moins 20 000 festivaliers. Autre titre de l'actualité ce soir, le pape François confirme pour la première fois publiquement qu'il n'est pas opposé à la perspective d'ordonner au sacerdoce des hommes mariés dans l'Église catholique latine. Mais il réserverait cette possibilité aux seuls hommes d'âge mûr qui ont fait leur preuve sur le plan chrétien. Le pape François estime en effet que permettre de choisir le célibat ou non à de jeunes séminaristes n'est pas aussi la solution au sérieux problème de vocation. L'Église catholique doit réfléchir à la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. Le pape François l'a annoncé dans une interview parue jeudi dans le quotidien allemand Die Zeit. Il s'agirait de viri probati, c'est-à-dire des hommes d'âge mûr, mariés et impliqués dans l'Église. Il reste à déterminer quelle pourrait être leur fonction. Ils pourraient être ordonnés dans des régions reculées souffrant d'un manque de prêtres, envisage le souverain pontife. Il rend ainsi un peu plus concret un projet qu'il mentionne déjà depuis plusieurs années, peut-être un nouveau chantier qui promet de vive résistance dans une partie de la curie. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.